Günther Pauly, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder cette petite interview. Ce que j'ai l'impression que vous générez auprès des gens, c'est le fait d'avoir envie d'agir. L'idée ici, c'est de vous poser quelques questions pour mieux vous faire connaître et également pour inspirer les gens davantage. Alors, vous êtes belge, économiste de formation, détenteur par ailleurs d'un MBA de l'INSEAD. Vous êtes entrepreneur, vous avez monté une douzaine d'entreprises, vous êtes père de 6 enfants et vous parlez 7 langues. Vous avez fondé le réseau ZERI, Zero Emission Research and Initiatives, qui met en relation des milliers de scientifiques à travers le monde, ainsi qu'une multitude d'entrepreneurs. Des centaines de projets concrets ont été mis à votre actif et des millions d'emplois ont été créés. Ça, c'est ce que nous voyons sur votre dernier livre, L'économie bleue 3.0. Vous parlez aussi aux enfants de développement durable au travers de centaines de fables qui sont aujourd'hui distribuées aux écoliers chinois. Alors, la première question, comme introduction, en quelques phrases, parce que évidemment, je sais que votre temps est compté. Qu'est-ce que c'est que l'économie bleue? L'économie bleue est différente que l'économie verte. L'économie verte est une économie où on attend que le client paye plus pour avoir quelque chose qui est bien pour la nature et bien pour sa santé. Je ne comprends pas. Une économie pour les riches, c'est-à-dire que c'est impossible que nous ayons une économie où ce qui est bien est cher, ce qui est mauvais est bon marché. Alors c'est la raison pour laquelle je dis, mais non, il faut qu'on change le modèle de l'économie, parce que si moi je suis censé de faire la concurrence avec les prix, les meilleurs marchés tout le temps, il faut quand même que je triche un peu gauche et droite. C'est impossible de faire la concurrence contre les Chinois, les Bangladeshis, les Brésiliens, les Indiens, si on ne triche pas. Nous avons quand même un système social, on a quand même un système de protection de nature. Alors nous sommes obligés de tricher pour concurrencer? Non. C'est pour ça que je me suis dit, le modèle doit changer. Le modèle est quoi? L'économie bleue est une économie où on utilise ce qui est localement disponible. Notre but est de répondre aux besoins de base de tout le monde, avec ce qu'on a, mais besoin de base de nous, êtres humains, et de la nature. Parce que c'est pas seulement nous, on va répondre aux besoins de tout le monde, et on va surtout éviter de se focaliser à 100% sur la productivité et l'efficacité. Nous souhaitons avoir la résilience et le bien commun comme base de notre communauté que nous sommes obligés de recréer. Alors, quel honneur que les citoyens de cette île d'où est parti Christopher Colomb, c'était de là qu'il est parti pour découvrir les Amériques. Eh bien, c'est de cet endroit-là qu'on m'a posé la question, qu'est-ce que nous faisons pour relancer notre économie, pour relancer notre société, parce que les jeunes n'ont plus envie de vivre ici. Les jeunes rêvent de partir. Et quels sont les rêves qu'on pourrait s'imaginer qui feraient revenir les enfants? Alors on a commencé avec une question tout à fait simple, la pêche. Est-ce qu'il y a encore de la pêche? Non, il n'y a plus de pêche. Pourquoi? On a surpêché. C'était les Espagnols, les Chinois, les Japonais, tout le monde a surpêché. Et c'est à ce moment-là que je dis non, vous surpêchez, vous n'êtes pas en train de surpêcher. Ce que vous faites, c'est de pêcher les femelles avec des œufs. Alors là, les gens sont un peu surpris. Je dis, mais de toute façon, mettons-nous d'accord de faire biosphère, 5 km². Et c'est l'endroit où les pondeuses, et tous les pêcheurs connaissent les pondeuses et savent où vont les pondeuses pour pondre leurs œufs, les pondeuses ne seront jamais dérangées quand ils sont en train de pondre leurs œufs. Et quand vous faites la pêche à la ligne, vous avez une femelle, vous la rejetez. Vous avez un mâle, surtout les petits, vous les mangez. Et c'est là où on a réussi, en 7 ans, d'augmenter la densité des poissons. Et aujourd'hui, 25 ans après, on a 10 fois plus de poissons dans les eaux autour de l'île que la moyenne de l'Espagne. C'est aujourd'hui que les pêcheurs reviennent
et avec 4 heures de travail à la ligne. À la ligne, si vous avez beaucoup de poissons, c'est facile. S'il n'y a pas de poissons, il faut trouver des filets énormes de 2 km de longueur pour quand même trouver le poisson qui reste encore vivant. Et c'est cette approche-là qu'on a répétée avec les chèvres, avec les vignes, avec l'abattoir, avec les yaourts, avec les vins. Et on a fait une dizaine de projets. Et tout d'un coup, la demande pour eau et énergie est augmentée. Et l'ancienne installation n'était plus capable de fournir l'eau et l'électricité. Et on a décidé de faire de l'île, grâce à ce relancement de l'économie, on a fait de cette île la première île autosuffisante en énergie et eau. Aujourd'hui, l'administration de l'île gagne presque 15% de leur budget en fournissant l'eau et l'électricité à tout le monde. On est moins cher et on n'a plus de gasoil. Je crois que c'est ça ce qu'il faut voir. Ce sont des communautés qui, à l'époque, étaient une communauté de 5600 habitants. On est déjà à 12 000. Et le but est de faire revenir la population de l'île pour de nouveau avoir les 30 000 qui sont capables de vivre de manière 100% durable avec tout ce que l'île est capable de produire. Mais heureusement, l'île n'est plus seule. Nous avons Las Gaviotas en Colombie. On a fait le projet Montfort à Fidji. On a réalisé le projet en Suède, Rumpan. On a le centre Songhai au Bénin. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs centres qui se sont inspirés de la même méthodologie qu'on appelle l'économie bleue. Par rapport au Bénin, on donne à manger aux mouches des restes d'abattage d'animaux. Oui. Est-ce que ce genre de modèle peut-il être transposé en Europe? Mais au Bénin, on avait bien entendu une grande liberté. On est à Porto Novo, la capitale, sur 7 hectares. Grâce au père Nzamoujo, il y a un travail extraordinaire qui fut fait, mais on a vraiment poussé un peu aux limites en disant mais on utilise tout ce qui est disponible. Alors qu'est-ce qui est disponible de l'abattoir? Les tripes, les yeux, le cerveau, tout ce qu'on ne mange plus. Et là, si on pose la question à la nature, qui fait quoi avec tout ça? Vous verrez immédiatement, ce sont des mouches, ils arrivent, mettent des œufs là-dedans, et des œufs de mouches se transforment en larves, mais entre œufs et larves prêts pour se convertir en mouche, ça prend 5 jours, il augmente 365 fois en poids. C'est-à-dire c'est la machine protéine la plus productive qui jamais fut inventée par la nature. Et nous, on va faire quoi? Les OGM, on va avoir des animaux qui sont quand même maltraités, tandis que la nature a des systèmes pour convertir même les cadavres en nourriture. Au Bénin, c'était facile de faire. Bien entendu, l'Europe dit non, parce qu'il y avait un jour un problème avec la vache folle, et on croit que c'est interdit. Eh bien, nous avons fait, plusieurs personnes ont fait le lobbying, pour quand même faire preuve que la nature est sage, la nature sait faire les choses, parce que les larves de mouches ont des intestins, ce sont des animaux, ils ont des intestins avec un pH de 1. Dans ce cas-là, il n'y a aucune membrane qui va survivre, ni de virus, ni de bactéries, et c'est pour ça qu'on a pas seulement une bombe de protéines pour nourrir poissons, cailles, poules, etc. Mais en plus, on a 50% du poids et l'eau pure. L'eau pure. Le plus grand problème avec les poules aujourd'hui, c'est qu'on leur donne une eau, soit une eau qui est pourrie parce qu'il y a des excréments qui tombent là-dedans, et c'est la raison pour laquelle on met des antibiotiques et on met le chlore. Mais nous avons la possibilité de nourrir et de donner de l'eau à la poule seulement en utilisant ce que la nature nous donne. Les chardons. Ouais. Les chardons, j'ai appris que l'entreprise Novamont, qui était active dans le passé, un passé récent, dans le domaine du raffinage du pétrole, s'est reconvertie dans une activité plutôt écologique
en exploitant les chardons. Alors, est-ce que avec les chardons, on peut transformer les chardons pour avoir un plastique, ou bien doit-on ajouter, par exemple, des sucres ou des choses de ce type? Alors, les chardons sont des cadeaux de Dieu. On n'aime pas, on ne comprend pas, mais ce sont des cadeaux parce que quand vous avez des terres qui sont pauvres, c'est le chardon qui va envahir. Parce que le chardon est une plante pérenne. Ça veut dire, elle arrive, elle reste cette année. Et ses racines, ses rhizomes vont quand même bien pénétrer le sol et laisser le carbone végétal que nous avons déjà miné. Alors, le chardon n'est pas du tout une mauvaise herbe, est une herbe mal comprise. C'est une herbe, elle est si mal comprise que nous pensons qu'on a besoin des glyphosates pour les tuer, pour des désherbants pour les tuer. Mais je ne comprends pas. La nature envoie quand même cette plante pour récupérer la terre afin que la terre ait le carbone végétal. Alors, le chardon, une paille, une fleur, et fleur de chardon est comme les fleurs de tournesol. Ce sont comme des fleurs d'artichaut. Il y a une huile là-dedans qui est très riche. Cette huile, on peut, avec pression, avec température, on peut le transformer en un acide. C'est pour ça que l'industrie pétrochimique, pour craquer le pétrole, la molécule, on utilise température et pression et des solvants. Nous, on n'a pas besoin de solvants. La nature est beaucoup plus facile de traiter que pétrole. Mais quand vous avez des acides d'une huile naturelle, si vous avez de l'autre côté des sucres, et les sucres peuvent être fabriqués de la paille qui est de cellulose, le cellulose est un sucre, et le sucre, on va le fermenter en un alcool. Un alcool et un acide, les deux ensemble, ça nous donne des monomères. Et comme nous avons des monomères, on peut faire des polymères. Alors on fait plastique avec quoi? Mais je viens de démystifier ce que sont les plastiques. C'est rien d'extraordinaire, la nature le fabrique tout le temps. Mais je le fais avec une plante qui est considérée un problème. Mais si je fais 2 cycles de chardon, 14 ans de chardon, j'ai des terres qui sont riches en carbone. Et si je fais un peu un survol de la Méditerranée, on constate qu'autour de la Méditerranée, il y a 20 millions d'hectares de chardon, qui sont 20 millions d'hectares traités avec glyphosate. Qui invente ce système-là? Nous pouvons avoir tous les bioplastiques qu'on s'imagine grâce aux chardons qui sont en train de régénérer les terres. Alors, qui est le responsable de cette folie d'insister d'avoir des désherbants de glyphosate avec des plantes qui sont des plantes pérennes que vous ne pouvez jamais tuer parce que vous mettez les glyphosates, l'année prochaine, sont de retour, parce qu'on est pérennes. Et pour tuer, pour éliminer les racines, il faut quand même utiliser une chimie forte qui n'est plus permise en Europe. Alors, il faut toujours tenir compte de plusieurs éléments. Effectivement, nous travaillons avec les betteraves, mais nous avons aussi une mission sociale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un agriculteur touche 80 € par tonne pour les betteraves. Il n'y a personne qui peut survivre avec 80 € la tonne. C'est pas possible. En plus, les betteraves sont là, c'est une culture qui est presque millénaire, c'est une réalité de la vie. Alors, quand on travaille sur des terrains qui sont très aptes pour les betteraves, comme le nord-est de l'Italie, vous avez des terres qui sont idéales, mais vous n'avez plus les agriculteurs qui peuvent vivre. Pour faire la transition vers une économie et une agriculture durable, il faut qu'on ait des plus-values. C'est la raison pour laquelle on dit, si nous pouvons racheter les betteraves de l'agriculteur, on va le transformer en un alcool avec lequel on fait des plastiques, nous pouvons partager les bénéfices avec l'agriculteur. Ça, on n'a jamais fait. On a lutté pour avoir partage des bénéfices avec les employés dans quelques entreprises. Nous faisons partage des bénéfices avec les agriculteurs. Et comme ça, on peut s'engager avec l'agriculteur de faire une transition. C'est-à-dire,
l'interdiction vous amène à l'illégalité. Parce que si vous interdite que ce n'est pas possible, vous savez qu'il y a d'autres gens qui vont l'organiser. Mais si vous faites un engagement de créer des plus-values, nous avons la possibilité. Et grâce à cette cellulose des betteraves, le sucre et la cellulose de betterave, il y a des bactéries qui font la transformation en alcool. Ça nous laisse des membranes cellulaires des bactéries que nous utilisons pour générer 60% de notre énergie. Alors notre énergie est grâce aux bactéries qui transforment les sucres. Je crois que c'est important qu'on ait cette vision plus holistique. On n'a pas besoin d'une stratégie pour faire plus avec une chose. Il ne faut pas presser, il ne faut pas forcer les OGM pour dire on va avoir 5 tonnes par hectare, 6 tonnes par hectare, on met la chimie, on a 7 tonnes par hectare. Non, travaillons avec ce que la nature nous donne, mais travaillons avec la totalité, ça veut dire les celluloses, les sucres et les membranes des bactéries, et avec la totalité, nous sommes à 60% autosuffisants en énergie. Vous avez parlé du partage des revenus avec les agriculteurs. La machine à café qui torréfie, est-ce que c'est une réalité ou un mythe aujourd'hui? Ah non, c'est entre les deux. C'est en train d'être réorganisé. C'est normal quand on a des nouvelles idées. C'est normal qu'il y a des problèmes parce que rien n'est fait de la première journée en perfection. D'ailleurs, je rappelle toujours les gens, la seule perfection qui existe est quand vous êtes dans le ciel, quand vous êtes au ciel. Le problème, c'est que pour arriver, il faut mourir avant. Alors acceptons les imperfections entre-temps quand même, non? Et je crois que c'est très important d'avoir cette clarté. La machine a fonctionné, la machine est très bien, mais il faut revoir la technique parce qu'il y a trop d'huile. Et trop d'huile dans la machine cause après 6, 7, 8 mois des problèmes. Alors nous avons maintenant développé un plan pour reprendre le projet, parce que notre but est encore une fois, ce n'était pas la machine. Le but est de créer un lien direct entre le caféculteur et le consommateur de café. C'est ça ce qui m'intéresse. Parce que si j'élimine tous les gens qui sont l'intermédiaire, vous savez qu'entre la graine verte de café et la torréfaction, le prix augmente facteur 5. Alors moi, si je suis capable d'avoir une machine qui fait la torréfaction à la maison et j'organise quand même un envoi direct par la poste d'un kilo de café vert, alors j'ai la possibilité de payer l'agriculteur 5 fois plus. 5 fois plus. J'ai une petite question par rapport à ça. Imaginez que vous arrivez à quelque chose d'optimal, que ça se passe bien, que voilà, il y a un rendement excellent, le consommateur est parfaitement d'accord pour payer le même prix et savoir qu'il entretient des gens au niveau local. Qu'est-ce qui empêche une multinationale de prendre ce projet et de prendre ce produit, ou bien de faire la même chose et de quand même alors s'accaparer, parce qu'ils vont continuer à vendre ce produit aux consommateurs au même prix, mais finalement s'accaparer quand même la différence entre ce qui est produit par l'agriculteur et ce que le consommateur paye. Qu'est-ce qui empêche est-ce qu'il y a des brevets, des protections, cette idée, parce que c'est une idée géniale ce que vous dites là, mais qu'est-ce qui peut protéger ce type d'idée, parce que ça peut être celle-là mais d'autres également, contre le fait que certaines compagnies, quelques-uns, puissent s'accaparer cette propriété? Alors moi, je suis content qu'on me copie. C'est un honneur. Je suis plutôt de la philosophie chinoise. Quand on vous copie, vous êtes génie. Bah oui, parce que qui va copier les mauvais exemples? On va quand même copier les meilleurs exemples. Et je crois que dans cet esprit-là, non, il n'y a aucun problème. À condition qu'on garde le principe de bien payer l'agriculteur. C'est ça la difficulté. S'ils ont l'intention de faire autrement, je ne serais pas si content. Mais je crois que nous avons un problème grave avec tout ce qui est de l'agriculture, parce que les agriculteurs ne gagnent plus leur vie. Les bidonvilles autour des grands mégapoles en Afrique, en Amérique latine et en Asie
sont presque tous des agriculteurs. Nous avons une obsession de notre modèle économique. On a dit que celui qui est agriculteur, secondaire, tertiaire. Ceux qui sont dans les banques et les services, ce sont les dieux. Alors on a quand même motivé les enfants de penser que si je suis fils d'un agriculteur, je suis pauvre. Si je suis fils d'un banquier, je suis riche. Je ne comprends pas. Nous avons besoin de l'agriculture, nous avons besoin de prendre soin de notre terre. Et pour cette raison-là, je crois que la grande opportunité est de trouver des solutions pour les agriculteurs. Et on croyait que c'était le café juste, commerce juste. On croyait que c'était le bio. Mais on constate que même avec le bio et le commerce juste, on n'arrive pas à payer assez afin que la famille caféiculteur sorte de sa pauvreté. C'est la raison pour laquelle moi j'ai toujours fait un survol de toutes les opportunités possibles, toutes les idées qui passent. Comme aujourd'hui on a le café solide, on achète la totalité de la cerise, pas seulement les grains de café, la totalité, et tout d'un coup j'ai un produit qui me permet de payer 5 fois plus, pas parce que je suis généreux, je paye 5 fois plus parce que je suis capable d'acheter et processer toute la totalité de sa récolte. Et bien entendu, c'est ça ce qu'on cherche. Il faut faire, comme j'ai dit au début, faire beaucoup plus avec ce que la nature nous donne, ce qui est localement disponible. Eh bien, si la cerise du café est si riche et je peux en faire un produit qui est si beau, alors dans ce cas-là, il faut que je développe cela comme une affaire. Et le but n'est pas seulement de sortir le caféiculteur de sa pauvreté, mais c'est aussi d'offrir aux clients un produit de très haute qualité, bourré, bien entendu, de caféine, mais aussi d'antioxydants. On a tout là-dedans, et alors je donne la possibilité d'être bien nourri avec des produits qui font du bien. Le papier de pierre, Oui. on serait à 1 million de tonnes aujourd'hui. Et très prochainement, parce que ça va extrêmement vite, hein, quand on parle de la Chine, à 25 millions de tonnes, ça s'arrête où? Et est-ce que c'est quelque chose qui peut réellement représenter une alternative au niveau mondial? Reprenons un peu l'histoire. Les Chinois ont inventé, il y a 2000 années, le papier. Tout le monde les a copiés. 2000 ans après, les Chinois réinventent le papier. Parce que les Chinois se rendent compte que trop d'eau, pas assez d'arbres, même les arbres génétiquement manipulés ne sont pas assez pour pouvoir fournir la cellulose dont on a besoin pour la demande qui est explosive parce que tout le monde utilise l'Internet pour faire ses achats, tout est emballé en carton, tout le carton est fait avec cellulose des arbres. Alors, on a déforesté des millions d'hectares pour pouvoir planter des arbres génétiquement manipulés pour faire un carton qu'on utilise 1, 2, 3, 4 fois. Alors, les Chinois ont dit, c'est pas un modèle durable. La Chine avait beaucoup de problèmes avec la poussière dans l'air. Tout le monde connaissait les problèmes. Les Chinois ont développé un système pour prendre la poussière des mines, qui sont des particules minuscules, de les combiner avec un polymère qui peut être un polymère biodégradable ou un polymère traditionnel. Mais la combinaison de 80% de poussière et 20% de polymère donne un papier qui n'utilise pas d'eau et on ne coupe aucun arbre et c'est réutilisable pour toujours. Alors, si vous avez ces arguments, et en plus, c'est la moitié du prix. Alors, c'est évident que ceux qui sont dans l'industrie papier sont très inquiets. C'est-à-dire que la valeur de leur forêt est maintenant la moitié. Et moi je dis, mais non. Pourquoi vous utilisez les arbres pour seulement faire utiliser la cellulose? Cellulose, ce n'est que 20%. Vous avez 80% de lignine, des celluloses, des lipides, pas mal d'autres choses. Faisons la chimie de l'arbre et faisons pas du tout l'exploitation de cellulose. Vous avez un futur et en Scandinavie,
on voit déjà ces transitions, parce qu'ils sont riches en forêt et ils ont tout le droit d'utiliser leurs ressources naturelles qui sont 100% renouvelables dans leur cas. Mais je m'oppose à cette exploitation des forêts tropicales humides pour en mettre des forêts d'eucalyptes qui c'est même pas endémique, c'est génétique, ça ne donne rien du tout, c'est ce qui exploite les terres. Quand on a l'opportunité de nettoyer l'air, de réduire la poussière dans l'air, d'économiser l'eau et quand même d'avoir un produit qui est recyclable pour toujours. Alors, je mets un modèle à côté de l'autre et je me pose la question, pourquoi ce ne sont que les Chinois qui ont décidé de le faire? Très bien. Béton, acier, bambou. Est-ce qu'on peut considérer que le bambou est le matériau du futur dans le domaine de la construction? Mais le bambou était toujours le matériel de construction en Asie, en Amérique latine et en Afrique. En Europe, on ne connaît pas le bambou. Alors, c'est évident que des architectes qui ont été formés par des écoles de 4 saisons où il n'y a pas de bambou ne pensent jamais au bambou. C'est normal qu'ils s'inventent l'acier et le ciment et le béton. C'est normal. Mais si vous êtes en Asie, on a quand même eu au Japon la nécessité d'avoir une dictature américaine après la Seconde Guerre mondiale. Et lors de ces dictatures, on a interdit l'usage de bambou dans la construction. Pourquoi? Je ne comprends pas. Parce que le Japon a toujours survécu les tremblements de terre avec leur bambou. Parce que le bambou ne résiste pas les tremblements de terre. Le bambou danse avec les rythmes de la terre. Et c'est ça les beautés de la nature. Il y a toujours des plantes. Si vous regardez un peu la force de bambou, c'est sa flexibilité. Ce n'est pas la force, c'est sa rigidité. On sait très bien quand il y a un tremblement de terre, on a le sandwich des blocs de ciment, il n'a rien à faire. Vous êtes un hamburger hein, et vous êtes mort. Mais dans le cas de bambou, ça danse, ça se mobile. Je crois que le bambou, aujourd'hui, est un matériel de construction pour 1 milliard d'habitants de la Terre, mais malheureusement, la pub autour est telle qu'ils croient que c'est leur symbole de pauvreté. C'est le contraire, c'est symbole de durabilité. Et nous n'avons pas encore eu une force de marketing pour vraiment communiquer avec la population qui habite les maisons de bambou, que le bambou, à la fin, est un produit qui n'est pas seulement durable, qui séquestre le CO2, qui est flexible, mais qui a une beauté que si on le fait bien, c'est une beauté qui inspire tout le monde. Et vous faites la différence entre un arbre et un bambou? Ah oui, malheureusement, il y a des biologues, des biologistes qui datent du XVIIe siècle, parce que c'était le grand von Humboldt qui a fait tour de l'Amérique latine et qui a bien précisé qu'un bambou est une pelouse et un arbre est un arbre. Mais on ne peut pas confondre le bambou avec un arbre parce que c'est une pelouse. Et la différence est simple. Vous coupez l'arbre, ça ne pousse plus. Vous coupez le bambou, ça repousse. Et c'est assez intéressant qu'on a classifié dans beaucoup de pays le bambou comme un arbre et on vous oblige d'avoir une licence spéciale pour pouvoir le couper. Vous l'exploitez, vous le coupez, mais ça repousse tout le temps. Et c'est encore une fois comme la nature l'a prévu, pour augmenter l'incidence de carbone végétal dans la terre afin d'avoir une fertilité après 75 ans. Le bambou, quand il fleurit, meurt et laisse le carbone dans la terre. Vous n'avez pas attendu 75 ans pour reboiser une partie de la Colombie? Non, mais j'ai eu encore une fois cette coïncidence qui n'était pas une coïncidence. J'ai eu cette grande coïncidence de travailler en Colombie dans les années 80 et j'ai fait connaissance avec un grand homme, Paolo Lugari, et lui, elle avait ce rêve de régénérer les forêts que les Espagnols avaient détruit 250 ans avant.
Et alors, bien entendu, les experts forestiers l'ont dit que c'est impossible. Eh bien, quand on vous dit à Paolo et à moi c'est impossible, on sait que ça va nous prendre un peu plus de temps. Mais on n'accepte pas l'impossible. Alors, on a fait le reboisement, pour la première fois de l'histoire, de 8000 hectares qui furent détruites quand même il y a 265 ans. Et aujourd'hui, vous avez de nouveau une forêt tropicale, la forêt tropicale humide avec 250 différentes plantes endémiques et toute faune et flore s'est retrouvée. Mais en plus, on a développé une économie autour de la forêt et grâce à cette économie autour de la forêt, c'est la seule région en Colombie où aujourd'hui, il y a le plein emploi. Le plein emploi. En plus, si vous avez un forêt, vous avez l'eau, parce que cette tache verte qui s'éteint, quand les nuages passent, c'est beaucoup plus frais, et bien entendu, ils vont laisser leur eau, et c'est la raison pour laquelle on filtre l'eau avec cette nouvelle couche de terre, et grâce à cela, on peut donner l'eau potable, gratuite, à toute la population. Quand vous avez une population locale, où il y a le plein emploi, l'eau est gratuite, et tous les enfants circulent en bicyclette, eh bien, vous avez la santé qui revient, plus de diabète type 2, type B, c'est fini, plus de diabète, mais on est arrivé à avoir un petit miracle dans notre échelle, c'est que l'hôpital qu'on avait construit a dû être fermé pour manque de patients. C'est ça ce qui est le vrai développement durable. Vous avez parlé des enfants. Je sais vos fables commencent à être de plus en plus connues à travers le monde. Et j'ai l'impression que pour vous, nous, les adultes, disons que c'est la génération entre guillemets sacrifiée. Votre vrai public, c'est les enfants. Mon auditoire sont les enfants, soit en âge, soit avec leur cœur. Oui. Je crois que tout le monde doit maintenir très vivant l'esprit, l'âme de l'enfant, c'est-à-dire la curiosité, le désir d'apprendre, de découvrir, la joie de la surprise. C'est ça ce que j'ai besoin de quelqu'un, parce que c'est ça vraiment qui va inspirer les gens de passer de l'analyse à l'action. Mais j'ai 6 enfants moi-même et j'ai eu du mal à expliquer les raisons pour lesquelles papa était toujours parti. Alors j'ai commencé à raconter des fables, des fables qui posent des questions. C'est pas pour tout expliquer, qui posent des questions comme comment est montée la pomme dans l'arbre. Comment est-il possible qu'on enseigne que comme la loi de gravité, comment tombe la pomme? Il n'y a personne qui m'explique comment est montée la pomme. Et ce sont ces lois de la physique qui permettent à la pomme d'aller contrarier cette loi de gravité. Et c'est grâce à ça, si vous comprenez cette loi de la physique, eh bien, vous avez développé des énergies renouvelables qu'on ne connaît pas aujourd'hui, mais sont pratiquées par les pommes, sont pratiquées par les poires, sont pratiquées par l'eau dans les noix de coco. Tout le monde le pratique et nous, on n'est pas au courant. C'est ça ce que je voulais apporter à mes enfants. Grâce à mon réseau de 3000 chercheurs, j'ai beaucoup appris parce que je ne suis pas scientifique. Je suis un homme d'action, un homme qui souhaite faire. Mais quand les scientifiques prennent patience, expliquent, je suis fasciné par ce que j'apprenne et c'est ça ce que je souhaite communiquer aux enfants. J'ai une question un peu plus liée à la finance et à l'économie. Est-ce que l'endettement est inévitable pour une croissance, même si elle est bleue? L'endettement n'existe pas dans la nature. Moi, je pose toujours, il y a des stockages, il y a des réserves, mais pas des dettes. Vous savez que le marché le plus important du monde, ce n'est pas New York, ce n'est pas la bourse de New York. Le marché le plus important, la bourse la plus importante est sur nos pieds, c'est l'échange de sucre contre carbone végétal.
Les champignons produisent le carbone végétal disponible pour les plantes produisent le sucre et ils font l'échange. Mais comme aujourd'hui il y a très peu de carbone dans les terres, le sucre est beaucoup plus cher. On ne comprend pas très bien comment ça fonctionne, mais le système d'information qui circule dans toutes les terres, dans le souterrain, ça nous permet quand même de comprendre qu'il y a des énormes opportunités de faire un stockage, d'avoir des réserves pour avoir résilience et pour avoir quand même un développement. Pour faire la guerre, les rois dans le passé avaient besoin d'un financement. Et bien entendu, ils ont toujours prêté de l'argent. Nous ne sommes plus obligés de faire la guerre. La guerre qu'on fait aujourd'hui, c'est une guerre contre nous et contre la nature. Il faut qu'on se libère de la nécessité que la consommation augmente tout le temps, et pour consommer plus, il faut prêter plus. Sinon, c'est fini ce modèle-là. Ça fait partie du modèle de tricher. Pour moi, c'est tricher, parce que l'argent est éphémère, l'argent n'existe pas. C'est un état d'esprit, l'argent. Mais de ce que nous avons besoin pour avoir la résilience en époque de crise, eh bien, c'est ce que vous pouvez toucher. C'est le vrai et le matériel. Raison pour laquelle je travaille surtout sur le développement du territoire et pas le développement des projets en espace cybernétique. Je n'ai aucun intérêt de travailler là. Je veux travailler avec ce que nous n'avons pas aujourd'hui. C'est l'eau potable, c'est la nourriture, la bonne nourriture, bourrée de nutriments. C'est la santé, c'est l'hébergement, c'est une énergie renouvelable. Alors raconte-moi, pourquoi je dois m'endetter si je suis sage et j'écoute les sages? Eh bien, je sais que tout est disponible en abondance. J'ai eu le luxe que plusieurs grandes personnalités du monde m'ont pris comme leur filleul. Je suis un petit et moi je pouvais les nommer mon mentor. On a besoin quand même dans la vie des enseignants qui deviennent des maîtres qui deviennent des grands maîtres. Et moi, j'ai pu parcourir ce développement de la sagesse avec des gens qui étaient des grands enseignants, des grands maîtres, mais des maîtres d'une qualité extraordinaire. Et on apprend vraiment en étant à côté des maîtres. Ça, c'est une conception plutôt orientale, extrême orientale? Mais avoir un maître à côté, c'est Socrate, c'est la pédagogie socratique. C'est Socrate qui n'allait pas expliquer les choses, qui n'allait pas donner la connaissance. C'est Socrate qui quand même invitait de dialoguer pour trouver la vérité du moment. Et je crois que nous avons perdu le dialogue. On a aujourd'hui pour tout des amendes si vous ne faites pas ça. On a pour tout l'apprentissage par cœur. Il y a des examens où vous êtes obligé de répéter ce que le pauvre professeur connaît déjà. Quand moi je suis devenu professeur, j'ai changé les règles des examens. Et j'ai exigé que les examens, ce ne sont que 3 questions, mais des questions de l'étudiant au professeur. Parce que si moi, comme professeur, je ne peux pas répondre aux questions de mes élèves, alors moi, je suis en train d'apprendre de mes élèves. Et c'est ça le cadeau que nous avons. Vous ne deviendrez jamais grand maître si vous n'apprenez pas de votre maître. Vous n'êtes jamais maître si vous n'apprenez pas de votre enseignant. L'enseignant ne devient jamais maître s'il n'apprend pas de ses étudiants. Et c'est le dialogue que nous avons perdu parce que tout est devenu monologue et nous avons perdu cette capacité de répondre à une question avec une autre question. Voyez la différence, vous défendez la communication humaine, directe, plutôt que via toute une série de moyens technologiques. Est-ce qu'il y a quelque chose d'une plus-value à cette communication? Ah mais Khaled, il faut quand même regarder un peu le fonctionnement de nos yeux. Nos yeux sont connectés avec 150 millions de neurones, parce que tout est en 3 dimensions. Et quand j'ai un entourage en 3 dimensions, je vois tout en 3 dimensions. Tous les écrans que nous avons sont en 2 dimensions.
Mais c'est impossible. Comment vous souhaitez que j'utilise mes 150 millions de neurones quand vous me mettez devant un écran en 2 dimensions? Ça veut dire que j'élimine 1000 degrés de liberté, de rayons, de transport de neurones dans mon cerveau parce que je passe de 3D à 2D. C'est indispensable. Le drame du Covid, c'est qu'on oblige tout le monde à regarder en 2D. Mais notre cerveau est fait pour le 3D. Et en plus, c'est fait pour le 4D, parce qu'il y a encore le facteur temps. Si on rajoute le facteur temps, on a les 4D, et on est obligé de programmer tout avec un zoom. Mais non, quand même, on a le droit d'être intelligent. On nous élimine notre opportunité d'être intelligent en 4 dimensions, comme nous étions faits par la création. 3 dimensions, le LiFi. Est-ce que vous pensez que le LiFi, qui est donc la communication Internet via la lumière, est une alternative ou bien quelque chose qui pourrait dépasser la logique que nous connaissons aujourd'hui avec le 2G, 3G, 4G, 5G, etc. Et également, est-ce que ça permettrait justement d'entrer dans la 3e dimension? Alors, ce qui m'inquiète, c'est la démocratisation de la communication. Est-ce que nous sommes capables d'offrir à tout le monde de communiquer avec tous les moyens que nous avons? Nos yeux, cerveau et la cybernétique, si vous voulez. Quand vous travaillez avec des ondes radio, vous n'avez que 1000 ondes radio disponibles. Quand vous travaillez avec la lumière pour les communications, vous avez plus de milliards de fréquences disponibles. Alors si mon intérêt est le contrôle, le fric, le data mining, l'exploitation de données de tout le monde, eh bien vous travaillez avec tous ceux qui fonctionnent avec ondes radio. Parce que le contrôle est possible, l'exploitation est possible, mais la démocratisation ne sera jamais faite. Mais si de l'autre côté, je travaille avec des ondes, des fréquences lumière, je peux avoir un débit de données qui est 250 fois plus qu'on peut faire même avec ce 5G, 250 fois plus, et j'ai une sécurité de mes données qui me permet de me protéger. Mais dans le cadre du 2D et du 3D, comme les fréquences radio sont si limitées, tout Internet sur 5G et 6G sera limité à 2 dimensions. Ça veut dire les écrans, des feuilles, des photos, des vidéos. Mais si je passe à cette vitesse de 250 gigs par seconde en transmission lumière, je peux alors faire exactement ce que fait mon œil, c'est de travailler en 3D. Alors les nouveaux écrans existent déjà. Ce sont des écrans avec 150 millions de pixels. Pas par hasard 150 millions de pixels, parce qu'il y a 150 millions de neurones. Et nous sommes capables de faire sortir de l'écran cette onde de lumière, mais l'onde de lumière est faite avec des photones. Et la technique qui existe aujourd'hui d'activer les photones, et j'ai alors une présence en 3 dimensions juste devant moi grâce à une transmission de données avec la lumière. La démocratisation exige quand même qu'on utilise une infrastructure qui est disponible un peu partout. Eh bien, l'infrastructure le plus disponible du monde entier, c'est l'éclairage et la lumière. Pourquoi ils ne l'utilisent pas? Pourquoi est-ce qu'on ne l'utilise pas? Et heureusement, les Coréens, Samsung, Oppo, les Chinois ont décidé de lancer la téléphonie LiFi en 2021. C'est-à-dire, c'est une réalité. Tout d'un coup, on constate que l'opportunité est là. Et la France avait voté une loi, la loi Abeille, qui interdit le Wi-Fi dans les crèches pour les enfants, qui en théorie interdit le 5G tout près des crèches des enfants. Et alors là, c'est l'opportunité d'installer le LiFi pour la santé des enfants. Mais
ce n'est que le début, parce que la santé des enfants est une extraordinaire raison de le faire, raison pour laquelle la loi fut votée. Mais maintenant, on peut passer au 3D. On a pour la première fois dans la technologie de l'Internet la possibilité de faire une présentation Internet à 100% en 3D. Merci pour cet éclaircissement. Que pensez-vous de la collapsologie? Jared Diamond, qui est le chantre de cette vision donc, du monde, avec la limitation des ressources au niveau de la planète, il voit les choses d'une certaine manière, c'est-à-dire que tout est appelé à s'effondrer d'une certaine manière. Mais Jared Diamond, c'est celui qui a inventé l'histoire de l'île de Pâques, qui n'est pas vraie. C'est-à-dire que c'est un homme qui s'imagine des choses, il a le droit de s'imaginer des choses qui vendent bien. Alors avec la collapsologie, vous vendez des livres, parce que c'est dramatique. Et bien entendu, avec la psychose, la trouille qu'on a créée avec le Covid, la collapsologie est devenue presque une vérité. Je crois que de ce que nous avons besoin, c'est pas être contre la collapsologie. Je crois qu'il est nécessaire de vraiment inspirer les gens avec les extraordinaires opportunités que nous avons devant nous. Quand on vient de faire l'analyse il y a quelques mois, que 90% des enfants ne croient pas qu'il y ait des solutions, mais c'est dramatique. Qu'est-ce qu'on a fait avec notre enseignement quand nos enfants ne croient pas qu'il y a des solutions? Alors dans ce cas-là, c'est la collapsologie qui s'annonce. Mais de l'autre côté, quel est le rôle des parents? C'est quand même d'inspirer les enfants et d'être inspirés par ces enfants afin de s'imaginer un grand futur qui est tout à fait différent avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais je crois que les opportunités sont si énormes, sont si extraordinaires, mais il faut les découvrir. Raison pour laquelle, encore une fois, que j'écris les fables, pour surprendre les gens, que notre cœur, quand même, notre cœur fonctionne avec l'électricité. Mon cœur n'a pas besoin de batterie ni de pile, ça fonctionne tout le temps. Alors si moi j'ai un cœur et je constate que les baleines ont des cœurs qui sont 1000 fois plus grands, qui pompent 1000 litres par pulsation, qui fonctionnent avec 6 volts, ça veut dire 2 petites piles qui font fonctionner mon Game Boy, ce sont les 2 petites piles qui font pomper 1000. Alors, je vois qu'il y a des opportunités extraordinaires. Il ne faut pas me convaincre qu'il y a des problèmes. Je sais, je suis membre du Club de Rome. Je suis membre du conseil exécutif du Club de Rome. J'ai écrit des rapports au Club de Rome. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des problèmes. C'est évident qu'il y a des problèmes. Mais collapsologie, non merci. Les jeunes ont fait savoir qu'ils étaient inquiets par rapport à l'avenir, par rapport à l'écologie, par rapport au changement climatique. Ils l'ont fait savoir par toute une série de manifestations. Si vous aviez un message à leur communiquer, qu'est-ce que vous diriez? Le message est clair. Quand vous vous réveillez le matin, vous ouvrez la fenêtre, vous regardez le soleil levant et vous imaginez une journée, une belle journée. C'est la première chose qu'il faut faire. Si la première chose que vous faites, c'est de regarder votre téléphone pour connaître les likes que vous avez reçus lors de la nuit, si vous êtes informé sur les dernières nouvelles de Covid, c'est évident que vous ne voyez pas de futur. Il faut ouvrir les fenêtres. Il faut simplement trouver une petite ouverture et regarder le soleil levant. Et si vous le faites le soir avec le soleil couchant, alors je vous assure que vous changez complètement d'avis. Le problème, c'est que les enfants n'ont plus l'habitude de regarder l'horizon. Raison pour laquelle mes enfants, j'ai à la maison des plantes et je fais chanter les plantes. Quand les enfants arrivent pour le petit déjeuner le matin, il y a des plantes qui chantent. Et selon l'humeur des enfants, les plantes chantent différemment. Une fois qu'on a cette connectivité avec la plante, eh bien, vous changez votre humeur. Vous changez votre perception. Mais j'insiste, il faut arrêter de regarder ça, parce que si c'est ce que vous faites, il est fichu.
Il n'y a pas de futur parce que tout ce qui est là-dessus est quand même... Si vous donnez confiance à vos enfants et vous inspirez vos enfants, vous allez surprendre vos enfants. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit 365 fables. Parce que chaque fable vous donne des surprises, des choses qu'on ne savait pas. Et c'est grâce aux surprises de la réalité autour de nous, parce que je prends la réalité autour de nous. Et grâce à ces surprises, je me rends compte que les baleines font la pêche sans filet. C'est incroyable. Ils font la pêche depuis plus d'1 million d'années, nous faisons la pêche depuis 6000 années. Alors c'est évident qu'ils sont un peu plus sages que nous. Alors si on est prêt, ce que font les enfants, d'apprendre de la nature, pas apprendre à propos de la nature, mais on apprend de la nature, on va avoir une telle injection d'espoir et de vision que pour un enfant, ça devient réalité. Le grand avantage, c'est qu'un enfant, tout est réalité. Pour un homme, il n'y a plus de réalité, comme vous le décrivez. Et c'est pour ça que j'ai besoin des enfants. C'est pour ça que je travaille avec eux. Parce que je sais que les enfants croient ce qu'ils s'imaginent. Et ça, c'est la beauté de la jeunesse. C'est pour ça que le romanticisme de la jeunesse et le pouvoir de son rêve, c'est la raison pour laquelle le livre le plus populaire du XXe siècle, c'est lequel? Le Petit Prince, où le renard dit « Il faut que vous regardiez la réalité avec votre cœur. » C'est incroyable. Et je crois qu'une fois qu'on a décidé d'inspirer les enfants, pas de les enseigner, de les inspirer avec ce qui vit autour de nous, la solution prend une génération. J'ai l'honneur, j'ai une situation que je ne peux pas expliquer à personne. Pourquoi la Chine a décidé d'adopter ma pédagogie pour tous les enfants chinois. Je suis en 795 000 écoles avec 252 livres. Je suis le Belge avec les livres les plus vendus dans l'histoire. Mais vous imaginez, ces 252 livres dans 795 écoles, et je n'ai jamais fait une proposition. Mais je n'ai jamais fait une proposition parce que les Chinois, c'est typique, ils ne se laissent pas convaincre. Les Chinois accueillent. C'est la différence. Nous sommes dans la vente, nous sommes dans la consommation, nous souhaitons convaincre que vous devez faire ceci, cela et comme ça. Les Chinois accueillent. Et on m'a accueilli, on m'a dit « vous êtes le bienvenu ». Et le fait, j'ai bien entendu analysé avec les scientifiques chinois, pourquoi ma pédagogie a un tel impact? Parce qu'elle est positive. Il y a un arbre qui se pose la question, comment pourrais-je devenir l'arbre le plus fort de la forêt? Et l'arbre se dit, mais tu sais, si j'ai beaucoup plus de feuilles, je peux capter beaucoup plus d'énergie, parce que le soleil, avec plus de feuilles, beaucoup plus de photosynthèse, je serai plus fort. Mais en automne, je vais perdre beaucoup plus de feuilles. Et en automne, ça veut dire que les champignons, les insectes, les vers de terre auront beaucoup plus à manger. Et si eux auront beaucoup plus à manger, ben voilà, ils vont faire du humus pour moi. Si moi j'ai plus d'humus, je serai plus fort. Si je suis plus fort, ben voilà, je vais avoir quand même des fleurs, des jolies fleurs. Et quand j'ai des jolies fleurs, les abeilles vont venir. Et quand les abeilles viennent, il y a plus de pollinisation. Alors j'ai beaucoup plus de fruits. Si j'ai beaucoup plus de fruits, je vais avoir quand même des oiseaux qui vont me visiter. Et les oiseaux vont me laisser leurs excréments. Oh, c'est important parce que cette pluie qui tombe n'a pas de minéraux, n'a pas de nutriments, mais avec cette richesse des excréments des oiseaux, moi j'aurai beaucoup plus de nutriments. Et moi je deviens grand et gros et beau. L'arbre se rend compte qu'il est obligé de donner tout à tout le monde dont l'arbre n'a plus besoin. L'arbre se rend compte qu'il doit recevoir ce que tout le monde a fait pour l'arbre sans le demander. Mais l'arbre a un problème.
un problème grave. Elle n'aime pas les vers de terre. Les vers de terre, non, elle n'aime pas. Elle n'aime pas parce que, bon, elle n'a jamais eu le courage de poser la question quelle est ta tête, quelle est ta queue. Et comme elle n'a jamais posé la question quelle est tête, quelle queue, bon voilà, elle n'aime pas parce qu'elles se sent mal à l'aise de devoir être face à face de vers de terre sans savoir si elle est en train de parler à la queue ou à la tête. Mais l'arbre est très sage, parce que l'arbre sait parfaitement. Si avec sa force, l'arbre chasserait tous les vers de terre de tout son territoire, l'arbre ne sera jamais l'arbre le plus fort de la forêt. Il y a beaucoup de leçons éthiques là-dedans, parce que c'est l'éthique que j'enseigne. À la fin de la journée, je n'enseigne pas la biologie, j'enseigne l'éthique. Comment est-ce qu'un Belge formé par des jésuites donne des leçons d'éthique aux Chinois? C'est pas évident. Eh bien, parce que les Chinois sont arrivés à la conclusion qu'ils en ont besoin. Et les Chinois sont si pragmatiques, quand ils ont besoin de quelque chose, bon, ils vont le chercher. C'est ça l'arrêt. Nous, même si on reconnaît qu'on a besoin, comme on constate pas mal de choses, on a besoin, on ne demande pas. Imaginez-vous qu'un Chinois vienne en Belgique pour repenser l'éducation. Vous croyez que c'est possible? Impossible. C'est-à-dire que nous sommes bloqués dans notre pensée. C'est là où nous bloquons. Ce n'est pas la nature qui est le problème. C'est là où nous avons un problème. Et c'est la raison pour laquelle les Chinois, on dit toujours, ah, les Chinois n'aiment pas la critique. Mais moi, je n'aime pas la critique non plus, mais je l'apprends, je l'écoute. Mais pour la Chine, c'est important que les enfants n'apprennent pas à critiquer, mais à trouver des solutions dont on a besoin d'urgence. Et ça, c'est une approche. Quand vous êtes en crise, qu'est-ce que vous voulez? Qu'on continue à critiquer? Ou est-ce que vous souhaiteriez quand même qu'il y ait des solutions qui dégagent, qui se réalisent? Et c'est là où la Chine, bien entendu, a une approche tout à fait différente. Et c'est là où j'ai trouvé un accueil pour mes fables. Mais l'accueil en Chine n'était possible qu'après l'accueil que j'ai reçu au Brésil. Parce que les Chinois m'ont découvert au Brésil. Parce qu'à la ville de Curitiba, j'avais déjà fait un programme de production des fables pour les enfants, pour 110 000 enfants dans la ville de Curitiba. J'ai formé 6 000 enseignants. Et les Chinois ont vu les résultats. Et ça, c'est une pédagogie qui était basée sur Paulo Freire. Je ne sais pas si vous connaissez le nom de Paulo Freire, c'est un grand pédagogue. Mais malheureusement, il était considéré par la junta militaire comme un communiste, alors tout ce qu'il proposait était mal fait. Mais c'est lui qui a quand même fait la preuve de pouvoir enseigner les enfants et des adultes en 2 semaines de lire et d'écrire. Alors, si vous êtes capable d'enseigner à lire et écrire en 2 semaines, moi, je veux apprendre comment vous faites. Et j'ai utilisé la pédagogie de Paulo Freire avec une mathématique, je l'ai appliquée pour mes fables. Et c'est comme ça que les enfants apprennent à la vitesse. J'ai parlé de l'arbre avec la pomme. Les enfants apprennent en 1 mois les 7 lois de la physique qui permettent à la pomme de monter contre la loi de gravité. Alors je lance le défi, je l'ai déjà fait, à l'ULB avec les grands profs, ils ne sont pas capables de faire.